Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre chaîne WAP Info TV. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'émission Décryptage. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité à la une. L'Union sacrée de la nation a signé sa charte au cielo, mais la charte sera publiée de manière officielle, parce que cela a été fait juste de manière officielle, le 22 avril 2023. Alors dans cette émission, on va décrypter, on va essayer de cogiter sur les questions principales qui concernent la politique. L'Union sacrée s'est dotée d'une charte à 9 mois des élections. Plus de 300 partis politiques ont signé la charte. Le présidium sera dirigé par 6 personnalités. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, Vital Kamerhe, le ministre de l'Économie, Augustin Kabouya de l'IDPS, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, mais aussi les deux présidents du Parlement, Batil Gwebo et Christophe Bossou. Alors, avec mon invité, il va nous dire, parce qu'il est de l'Union sacrée, pourquoi signer cette charte à 9 mois des élections et pourquoi est-ce que cela n'a pas des idées derrière la tête alors qu'il y a plusieurs projets de société, notamment les projets des 145 territoires. Est-ce que cela va être matérialisé à 9 mois des élections? Alors j'ai le plaisir de recevoir Justin Goa, il est cadre d'Ibéré Campement Sénat. Bonjour Justin Goa Bane. Bonjour monsieur le journaliste Gloire Balolake, bonjour également à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Alors première question, vous êtes de l'Union sacrée, est-ce que c'était opportun de signer la charte à quelques mois des élections? Effectivement, monsieur le journaliste, comme vous le savez, l'Union sacrée a été mise en place depuis l'année 2020 et jusqu'à présent, d'aucuns se demandaient en ce qui concerne sa structuration et aussi sa légalisation. Parce que, en réalité, selon la loi congolaise, il n'y avait pas moyen qu'on puisse parler de l'Union sacrée en bonne et due forme sans avoir un comité permanent que nous allons appeler autrement présidium, comme vous venez de le dire dans l'introduction de cette émission composée de 6 grandes personnalités. On ne pouvait pas parler également de cette union sacrée sans savoir sa charte. Vous avez vu vous-même, je pense très bien que vous êtes en train de suivre l'actualité comme tout Congolais. La charte a été publiée il y a quelques jours. Elle est composée de 9 chapitres et 96 articles. Et donc, c'est quelque chose qui donne un nouveau souffle à l'Union sacrée. Qu'est-ce que la population a à voir avec cette nouvelle charte? Effectivement, la population a besoin aussi de cette nouvelle charte du fait que la plupart d'entre elles, d'abord, ce sont les membres de l'Union sacrée, mais aussi la population a besoin de leaders sérieux qui puissent programmer leurs choses, qui puissent prendre leurs choses au sérieux, des leaders qui puissent se ranger tous derrière un seul homme, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Auparavant, on pouvait parler de cette union sacrée, mais c'était d'une manière lapidaire, s'il faut le dire. C'était d'une manière rocambolesque. Mais aujourd'hui, l'union sacrée est structurée. C'est un ouf de soulagement pour tous ses partisans, mais aussi pour toute la population congolaise. Non, pour toute la population, parce que c'est là, c'est purement politique. La population n'a rien à voir avec la charte de l'union sacrée. La population... Qu'est-ce que la population va gagner? Parce que l'objectif, c'est donner un second mandat au président de la République. Alors que le mandat est jugé déjà négatif. Qu'est-ce que la population gagne de tout ça, monsieur le journaliste? Vous êtes sans ignorer que chaque fois quand il y a querelle, ça et là, ça n'arrange pas la population. Chaque fois quand la population est dirigée par des leaders impréparés, des leaders parachutistes, ça n'arrange pas la population. Mais désormais, avec cette légalisation et la légitimation des autorités de l'Union sacrée, ça va donner aussi un éclaircissement de la part de la population et c'est sans son compte. Vous pensez?
Je pense oui, parce que... Est-ce que ce n'est pas juste pour caresser la population dans l'essence du poil? Non, c'est pas à dire qu'on fait caresser, parce que normalement, comme vous allez le savoir, monsieur le journaliste, parmi toutes les grandes personnalités telles que vous venez de les énumérer, ce sont toutes des personnalités connues par la classe politique congolaise, connues aussi par la grande masse populaire de la République démocratique du Congo. Mais dès qu'ils sont connus, ils ont des taches noires, comme Fidel Camer avec la question de détournement, dès qu'il avait été blanchi par la justice. Sur cette terre, monsieur le journaliste, nul n'est parfait et nul n'est immaculé. Tous nous avons des qualités, tous nous avons des défauts. Avec le procès de 100 jours, vous-même vous avez suivi comment est-ce que Lucie a été favorable de la part de l'autorité morale de l'INC ou de l'un des membres du présidium de l'Union Sacrée Vital Caméré. De prime abord, l'accusation avait été jugée comme fondée, mais avec la poursuite du dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait mauvaise interprétation de la loi, chose qui a fait que le monsieur soit acquitté. C'est vous qui avez ouvert la brèche, et vous devriez souffrir que nous puissions en parler un tout petit peu, monsieur le journaliste. Alors, comme c'est une tache déjà noire, est-ce que vous pensez que la police aura vraiment cette confiance à ces différentes personnalités, notamment celui que vous venez de citer, mais aussi Jean-Pierre Bemba, qui lui aussi était un ex-chef rebelle? Est-ce que vraiment il faut leur accorder une grande confiance? Non, il ne faut pas demander est-ce que la population déjà va accepter, alors que vous connaissez vous-même que la population est déjà d'accord avec, comme par exemple la personnalité, je ne vais pas me faire porte-parole de cet homme-là, mais vous avez vu vous-même les grands plans qu'il a fait lors de sa dernière tournée dite à Mani, à l'est de la RDC, son fief naturel bien sûr. Et ça doit vous interpeller. Mais quel a été le résultat, madame? Le résultat était promettant. Peut-être que vous ayez des avis contraires, mais avec la classe politique et par la grande masse, on a tous vu que le résultat était promettant, parce que l'accueil était chaleureux, que ce soit à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Ruchuru, à Walungu, à Mwenga, à Masisi, même il était à Masisi, via Sake et Rubaya, partout là-bas. Il a été accueilli en fils du terroir. Et que donc, la population a encore toujours ce devoir-là de continuer. Pas une promenade de santé, monsieur le journaliste, c'était pas une promenade de santé, c'était une promenade de comeback politique, selon ses propres mots. Après la prison. Après la prison, bien sûr, parce que comme tout humain, nul n'est au-dessus de la loi. Il avait été interpellé par la justice, il s'est expliqué, il a fait, je pense, 2 ans en prison, et après, la justice lui a été favorable. Merci beaucoup, monsieur Justin Guabani. Vous parlez en tant que cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Nous sommes à 9 mois des élections. Est-ce qu'il faut-il vraiment accorder une deuxième chance au président de la République? Parce que dans plusieurs secteurs, son bilan est jugé jusque-là des mitigés, tu vois. Et donc, vous voyez quand même, surtout sur le plan sécuritaire, il y a de quoi à boire et à manger, on dit même à vomir, excusez-moi les termes. Est-ce que vous croyez qu'il faut lui donner cette chance? Quels sont comment je vais dire, quels sont les résultats que vous avez pour lui accorder cette chance? Est-ce qu'il a... Vous venez de le dire, moi je ne peux que vous donner raison parce que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas acteur politique, mais laisse-moi vous dire, monsieur le journaliste, que les bilans du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est promettant. C'est un bilan qui est rassurant, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan sécuritaire, ou encore le train de vie de la population. Bien sûr, il faut le dire parce que nous n'allons pas nous voiler la face. Le président de la République est en train de travailler et on ne peut pas dire que les Congolais vivent déjà dans un paradis. Non, ça peut être aussi peut-être un amusement de la galerie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le président, avec son gouvernement, récemment d'ailleurs installé, il est en train de se battre bec et ongle pour
la bonne survie de la population congolaise, monsieur le journaliste. Comment peut-on expliquer 3 gouvernements dans un seul mandat, dans moins de 4 ans? 3 gouvernements dans un seul quinquennat, oui. Monsieur le journaliste. Est-ce que ce n'est pas un échec? Ce n'est pas un échec, monsieur le journaliste, parce que vous savez vous-même, avec le premier gouvernement de Ilunkamba, le gouvernement dit de cohabitation entre le CACH et le FCC. Oui. Vous avez vu vous-même, monsieur le journaliste, que il n'y avait pas moyen qu'on puisse travailler en bonne et due forme, du fait que alors que c'est vous qui avez il y avait des tiraillements côté FCC, côté CACH, les violons ne s'accordaient pas. Et avec une telle allure, on ne pouvait pas vraiment dire que on va continuer dans un même sens. La nécessité s'imposait. Il y avait cette urgence-là qu'on puisse nommer un autre premier ministre qui soit consensuel, qui soit consommable par la population et par la grande masse. Voilà ce qui avait causé. Mais il y a un deuxième et puis un troisième malheureusement. Je vais vous expliquer, monsieur le journaliste, il n'y a pas de problème parce que après ça, c'est Sama Lukonde qui a été nommé. Et dans le premier gouvernement Sama Lukonde, vous avez vu vous-même d'abord, en premier lieu, c'était le ministre de l'économie qui avait été interpellé à l'Assemblée nationale pour une question de la hausse des prix au niveau des marchés congolais, et avec ça, il n'avait pas convaincu les députés nationaux, chose qui avait valu sa destitution. Après ça, je n'ai pas encore terminé parce que ça a pris du temps, chose qui a fait même que l'on puisse attendre encore la démission de 2 autres, celui qui était du côté de Katoumi, bien sûr, celui de transport, Chérubin Okende. Alors, avec ça, il y avait cette nécessité-là qu'on puisse remplacer tous ces ministres-là partant par de nouvelles figures. Les ministres devaient occuper les postes en attendant les élections. Monsieur le journaliste, vous savez vous-même que on met le gouvernement sachant qui doit faire quoi. Et quand il y a des missions en cascade comme ça, l'urgence se pose qu'on puisse voir comment faire en établissant des nouveaux membres, en mettant des nouveaux ministres. À 9 mois d'élection, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache? Peut-être les gens disent qu'il y aura un glissement. Hein? Même une semaine avant la mort, c'est encore la vie, monsieur le journaliste. Ce ne sont pas les 9 mois qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, le timing est très important. Monsieur le journaliste, ce qui nous intéresse, c'est les résultats attendus. Et nous avons l'espoir que dans ces quelques semaines, dans ces quelques mois, dans ces quelques jours, avant les élections, bien sûr, vous allez voir un nouveau souffle, vous allez voir les bons résultats de ce nouveau gouvernement. Ce qui n'a pas été fait dans 2 ans va se faire dans 9 mois. Est-ce que c'est possible? Effectivement, monsieur le journaliste, parce que vous avez vu vous-même de nouveaux biopolitiques qui ont été mis en place, et nous avons espoir envers eux au niveau de la défense, au niveau de l'économie, au niveau du sport, au niveau à l'industrie, il y a eu recondition, mais dans la plupart des ministères, vous avez vu de nouvelles figures, des permutations, chose qui doit rassurer la population congolaise, et nous connaissons très bien que les choses iront bien. Merci beaucoup, monsieur Justin Gouaban. On va prendre la dernière manche de cette émission, la question de l'insécurité. Les aciers, les déploiements continuent. Donc, nous pensons que les derniers contingents vont arriver, ce sont les Sud-Soudanais, et ça sera vraiment l'équipe complète par rapport à cette question de déploiement. Récemment, il y a les militaires ougandais qui sont déjà dans les territoires de Rutshuru, qui occupent Rutshuru centre. Ce sont les phares d'ici. Est-ce que ce n'est pas une balkanisation, même si vous ne voulez pas le dire clairement? Comment une armée étrangère, plus de 4 pays, peuvent occuper tout un territoire d'un pays sans l'intervention de l'armée royaliste? Est-ce que c'est possible? Monsieur le journaliste, tout ce que je dois répondre par rapport à votre question ici, c'est que la population doit être éclairée quant à ce qui concerne l'arrivée de la force régionale de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous devons dire que l'intérêt doit être de suivre les orientations des officiels au lieu de suivre les bobards. Monsieur le journaliste, tout ce que nous savons, c'est que les agresseurs du M23 sont en train de plier bagages. Bien sûr, en premier lieu, les agresseurs de la RDC, du rebelle du M23, sont en train de quitter le territoire.
et tout l'espace qui était en train d'être occupé qui était occupé par ces derniers soit en train d'être remplacé par la force régionale. Et c'est ça la principale question. Pourquoi les FARDC sont absents? Dans un premier temps, nous sommes absents, nous, avec notre force régalienne de FARDC, même notre police, mais avec l'évolution, notre force défensive, entre autres le FARDC, et aussi nos agents de sécurité, entre autres la PNC, pourront fouler leurs pieds, sauf que il y a des étapes pour ce processus-là. On ne pourra pas dire que parce que le M23 quitte et directement la force loyaliste occupe, non, ça serait peut-être aussi une violation de la charte de l'EAC, mais jusqu'à présent, tout ce que vous devez savoir, c'est que tous ces territoires-là seront très vite occupés par notre armée loyaliste, parce que nous n'en avons pas deux. Tous ces gens-là qui sont en train d'arriver, ils sont invités par le gouvernement congolais. Et après un temps, un très bref délai, monsieur le journaliste, la population, un très bref délai, parce que... même la MONUSCO disait bref délai, ça fait plus de 20 ans. La réalité du M23 est distincte de celle de la force régionale de l'EAC. C'est ce que vous devez savoir. Et nous connaissons très bien que d'ici là, Rutshuru, Nyiragongo et la petite portion du territoire de Masisi, entre autres Mouchaki, Kiloliro, Kichanga et Mweso, seront occupés par la force régalienne, celle de FARDC et la police nationale congolaise. Mais qu'est-ce que l'EAC va faire? Parce qu'ils n'ont pas un mandat offensif. Ils vont rester croiser les bras en train d'observer. Ici à Kibouba, il y a un V3. Ils ont attaqué cette zone alors que l'EAC était là, ils n'ont rien fait. Monsieur le journaliste, les relations internationales ont leurs principes. Et ce n'est pas la RDC avec son gouvernement qui pourra bafouer ces principes-là. La RDC a accepté via les autres membres de l'EAC, entre autres, vous avez vu, leur dernière assise, c'était à Bujumbura, en présence de tout le président, celui du Kenya, du Rwanda, du Burundi et madame de la Tanzanie. On s'est accordé que dans un premier temps, ça soit la force régionale qui puisse occuper, mais dans un bref délai, je pense que le mandat est de 6 mois, comme tout le monde le sait très bien. Après les 6 mois là-bas, la force régalienne pourra encore occuper tout ce territoire là-bas, et cela sera à la satisfaction de toute la classe politique et même la population congolaise. Merci beaucoup. On va citer dans cette émission. Alors, la dernière question, vous allez conclure. Est-ce que, à 9 mois des élections, est-ce que Ngoa Bahani sera candidat? Ngoa Bahani sera-t-il candidat? On ne pourra pas mettre la charrie devant le bœuf, monsieur le journaliste. Attendons voir. Il y a un temps pour tout, comme disait François Mitterrand, et nous devons attendre. Nous connaissons très bien que le moment n'est pas encore venu, mais le tour va arriver où nous allons nous exprimer quant à ça. Alors, regardez ce qui précède. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme dernier message en tant que membre de l'Union? Qu'est-ce que vous rassurez la population congolaise par rapport surtout à la question de l'insécurité qui n'a pas encore trouvé son dernier mot? Regardez la campagne et vous pouvez nous adresser à la population. Effectivement, monsieur le journaliste, notre mot de la fin dans cette émission, c'est que nous devons dire à la population d'être rassurée envers le nouveau gouvernement établi il y a moins de 2 semaines, avoir aussi l'espoir à un nouveau souffle de vie parce que les dirigeants sont en train de se démener bec et ongle pour une bonne vie, pour un avenir radieux dans la République démocratique du Congo et toute la population. Merci beaucoup, monsieur Justin Ngoa Bahani. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je vous fixe le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Au revoir.